Bienvenue dans cette exploration approfondie d'une des énigmes les plus fascinantes et franchement les plus tenaces de toute l'histoire humaine. Il s'agit d'un véritable dossier classé sans suite de l'Antiquité, un mystère que l'on appelle communément le problème sumérien. Alors pourquoi est-ce si important ? Eh bien les Sumériens sont tout simplement célébrés comme les architectes de la toute première véritable civilisation urbaine du monde. On parle ici du peuple qui a inventé l'écriture cunéiforme, développé des systèmes agricoles d'une complexité inouïe et érigé des cités monumentales qui grattaient le ciel de la Mésopotamie. Pourtant, malgré tout ce génie, une question absolument fondamentale plane sur cette brillante civilisation. C'est un mystère d'une telle profondeur qu'il divise les historiens, les linguistes et les archéologues depuis plus d'un siècle. L'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de reprendre ce dossier à zéro. On va examiner chaque indice avec la rigueur d'un détective, décortiquer les faits et essayer de comprendre les mécanismes de cette énigme, le tout à travers le prisme de la science moderne et des dernières découvertes archéologiques. C'est une histoire passionnante, alors on y va. Cette question, elle paraît toute simple en surface. D'où venait-il ? Mais en réalité, elle cache une complexité qui donne le vertige. Le cœur du problème, le grand point d'interrogation, réside dans la langue sumérienne elle-même. C'est ce que les linguistes appellent un isolat linguistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour utiliser une petite analogie, imaginons une toute petite île isolée au beau milieu d'un vaste océan, sans aucune autre terre visible à l'horizon, ni au nord ni au sud. La langue sumérienne, c'est exactement cette île. Elle n'a absolument aucune parenté prouvée avec une quelconque autre famille de langues connue sur Terre, qu'elle soit vivante ou morte. Elle n'est pas indo-européenne comme le français ou l'anglais, elle n'est pas sémitique comme l'arabe ou l'hébreu, elle est seule. Alors face à ça, on est en droit de se poser la question, comment un peuple parlant une langue si singulière, si unique, a-t-il pu soudainement dominer tout le sud de la Mésopotamie ? Sont-ils arrivés de contrées lointaines et mystérieuses, avec un bagage culturel déjà entièrement formé dans leurs valises ? Ou bien ont-ils évolué sur place, développant leur civilisation et cette langue si particulière à partir des populations indigènes qui vivaient déjà là ? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Bon, jetons un rapide coup d'œil au programme de notre enquête. Section 1, le mystère sumérien. Section 2, le substrat pré-sumérien. Section 3, l'hypothèse de la migration. Section 4, continuité et développement local. Section 5, l'hypothèse créole. Et pour finir, section 6, les preuves génétiques et physiques. Commençons tout de suite par la section 1, le mystère sumérien. Il s'agit de bien planter le décor en Mésopotamie antique. Le débat scientifique sur l'origine des Sumériens reste extrêmement intense et les chercheurs sont profondément divisés sur le moment exact et la manière dont cette population est devenue la force dominante de la région au cours du 4e millénaire avant notre ère. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut impérativement comprendre où cela s'est passé. L'environnement dicte très souvent la destinée humaine et dans le cas des Sumériens, on peut dire que l'écologie a joué le rôle principal. En observant attentivement cette carte de l'alluvion mésopotamienne, cette fameuse terre située entre les fleuves Tigre et Euphrate, on constate une chose surprenante. Le sud de cette région n'était pas du tout un désert aride comme on pourrait se l'imaginer aujourd'hui, mais un vaste, très vaste environnement de zones humides, de lacs et de marais gigantesques. Il faut imaginer un paysage dominé par l'eau et les immenses roseaux. Les tout premiers habitants devaient absolument maîtriser la gestion de l'eau. Et ce n'était pas seulement pour irriguer des terres sèches pendant l'été, non, c'était surtout pour drainer les marécages et éviter des inondations catastrophiques. C'était un environnement impitoyable, exigeant, qui nécessitait une ingéniosité technique de tous les instants. C'est précisément ce défi environnemental qui a incité, voire forcé les populations à se regrouper pour accomplir de grands travaux hydrauliques. Impossible de creuser des canaux géants tout seul dans son coin. Ce paysage marécageux et alluvial, c'est le grand théâtre où s'est joué notre mystère. C'est une région capable de soutenir une population très dense, avec beaucoup de poissons et d'oiseaux, mais à une seule condition, que l'ingénierie sociale et technique soit à la hauteur. Passons à la section 2, le substrat pré-sumérien. Allons chercher les empreintes linguistiques laissées sur les lieux du crime. Il y a une théorie très forte que l'on appelle l'hypothèse du substrat. Que postule-t-elle ? Eh bien que les Sumériens, en arrivant ou en se développant, auraient trouvé une population préexistante. Et le plus fascinant, c'est que l'analyse linguistique le prouve de manière assez spectaculaire. Bien que le sumérien soit un isolat, on s'est rendu compte que les noms des entités géographiques les plus cruciales de leur propre monde ne sont pas d'origine sumérienne. C'est quand même incroyable. Par exemple, les noms des deux grands fleuves nourriciers, le Tigre et l'Euphrate. En sumérien, ils se disaient respectivement Idiglat et Buranun. Or, ces mots n'ont absolument aucune étymologie sumérienne, ils ne veulent rien dire dans cette langue. De la même manière, les noms des cités les plus anciennes, les plus vénérables de cette civilisation, comme Ur, Eridu, Kish ou Lagash, ne sont pas des mots sumériens.
Pour bien comprendre ce phénomène, prenons une comparaison simple et moderne. Aux États-Unis, des noms géographiques extrêmement connus comme le fleuve Mississippi ou l'État du Dakota ne sont pas du tout d'origine anglaise. Ce sont des mots qui proviennent des langues amérindiennes autochtones. La population européenne, en arrivant et en devenant dominante, a tout simplement adopté et conservé les noms géographiques qui avaient été donnés par les premiers habitants. Eh bien, en Mésopotamie antique, c'est très exactement la même dynamique qui semble s'être reproduite, et ça, c'est un indice majeur. Cela suggère fortement, pour ne pas dire de manière irréfutable, que les Sumériens ne sont pas les premiers à avoir foulé et nommé ce territoire. Quelqu'un était là avant eux. Mais alors, qui était là avant ? Ces mystérieux premiers habitants sont souvent appelés par les érudits les proto-Euphratéens. D'un point de vue archéologique, on les associe à ce que l'on nomme la culture d'Obeid. Et il faut s'attarder sur eux en détail car leur rôle est absolument fondamental. Cette culture est apparue très tôt, dès le 5e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire bien avant l'apogée de ce qu'on appellera la civilisation sumérienne. Ce sont ces gens de la culture d'Obeid, et non les Sumériens, qui ont posé les toutes premières fondations indispensables à la survie humaine à grande échelle dans la région. Ce sont eux qui ont affronté l'environnement alluvial difficile en premier. Ils y ont établi des économies mixtes extrêmement intelligentes combinant l'agriculture, l'élevage de bétail et une pêche intensive dans les marais. C'est aussi sous cette culture d'Obeid que l'on observe une transition monumentale dans l'histoire de l'architecture. Au tout début, ils vivaient dans de simples habitations faites de roseaux tressés, parfaitement adaptés à la vie dans les marais. Mais petit à petit, ils ont commencé à concevoir et à construire des bâtiments beaucoup plus complexes, des temples en briques crues. Et siècle après siècle, en reconstruisant ces temples en même endroit, ils ont élevé le niveau du sol, créant les premières collines artificielles. Ce niveau d'organisation prouve qu'il y avait déjà une structure sociale solide, des croyances communes et la capacité de mobiliser la communauté pour de grands projets. En d'autres termes, quand la culture proprement sumérienne émerge plus tard, elle n'invente pas tout à partir de zéro. Elle hérite d'un paysage culturel, architectural et technologique déjà extrêmement avancé, façonné par ces formidables bâtisseurs de la culture d'Obeid. Cela nous amène à la section 3, l'hypothèse de la migration. La grande question de savoir si les Sumériens sont, oui ou non, venus de loin. Résumons un peu, on a une langue sumérienne qui est totalement unique au monde et on a la certitude qu'un substrat de population plus ancien existait avant eux. Face à ce constat, de très nombreux archéologues, surtout au début du XXe siècle, ont conclu avec une quasi-certitude que les Sumériens devaient être des envahisseurs ou de lointains colons. C'était le modèle de pensée dominant. Pour qu'une culture change si radicalement, il faut qu'un nouveau peuple arrive. Ils auraient donc apporté leur brillante culture depuis un foyer originel lointain. Le célèbre sumérologue Samuel Noah Kramer a exploré cette piste fascinante en s'appuyant sur les propres textes de la littérature sumérienne. Et c'est là que ça devient croustillant. Dans les grands récits épiques entourant les anciens rois mythiques comme Enmerkar, on trouve des références constantes, presque obsessionnelles, à une cité-État nommée Arata. Cette ville est décrite comme regorgeant de richesses, d'or, d'argent, de lapis-lazuli et nichée très haut dans les montagnes de l'Est, possiblement du côté de l'Iran actuel ou près de la mer Caspienne. Cette théorie des origines orientales suggère donc que les Sumériens avaient migré depuis ces hauts plateaux montagneux vers les plaines du Sud. D'ailleurs, le fait que les Sumériens construisaient d'immenses tours à étages, les fameuses ziggourats, pour y vénérer leurs dieux, a parfois été interprété de manière très poétique. Ce serait la manifestation archéologique de la nostalgie d'un peuple montagnard, forcé de vivre dans une plaine désespérément plate et qui tenterait de recréer les montagnes sacrées de ses origines. Mais il y a aussi une autre ramification à cette hypothèse de la migration, la route du Sud. Certains chercheurs suggèrent une migration maritime, peut-être de la région d'Oman ou via le golfe Persique. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé des artefacts mésopotamiens sur les côtes arabes, ce qui montre que les routes maritimes étaient maîtrisées très tôt. Donc des montagnes de l'Est ou des mers du Sud, l'idée centrale reste la même, les Sumériens viendraient d'ailleurs. Si on essaie de placer cette théorie de la migration sur une frise chronologique, ça donnerait à peu près ceci. D'abord, on voit la culture locale d'Ubayd s'installer et prospérer tranquillement vers 5000 avant notre ère. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, l'hypothèse de la migration postule que le grand événement, l'afflux de cette nouvelle population que l'on appellera plus tard les Sumériens, se serait produit quelque part au cours du 4e millénaire. Cet afflux coïnciderait alors avec une explosion sans précédent de la complexité sociopolitique dans la région. Tout s'accélère, les villes grossissent, l'administration se complexifie, culminant de manière spectaculaire vers 3200 avant notre ère, avec l'invention de la toute première forme d'écriture cunéiforme, notamment dans la grande ville d'Uruk. Selon ce modèle migratoire précis, l'écriture aurait été le tout dernier catalyseur, la touche finale apportée, ou du moins directement déclenchée, par ce peuple migrant novateur. Cela marquerait le point de bascule officiel, le grand passage de la préhistoire obscure à l'histoire documentée. On passe maintenant à la section 4, continuité et développement local.
Découvrons ensemble les arguments en faveur d'une évolution purement indigène. En opposition totale avec cette idée dramatique de migration ou d'invasion, de très nombreux archéologues modernes soutiennent aujourd'hui une approche bien différente. L'idée d'un développement indigène, c'est-à-dire une évolution sur place sans apport extérieur massif. Et leur argument principal est extrêmement solide. C'est l'absence totale de rupture archéologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on fouille le sol couche par couche, on s'attend à voir des traces si un nouveau peuple arrive par la force ou même s'installe massivement. On s'attend à trouver une épaisse couche de cendres indiquant une guerre ou un changement soudain et brutal dans la façon de fabriquer des pots, des outils ou des maisons. Or, dans les villes du sud de la Mésopotamie, comme à Eridu, on ne trouve absolument rien de tel. Les stratigraphies montrent une évolution d'une fluidité parfaite. La poterie évolue lentement, l'architecture religieuse grandit petit à petit, sans aucune interruption, depuis la lointaine période d'Obeid jusqu'à la période classique sumérienne. Alors, s'il n'y a pas eu de conquérants venus d'ailleurs, comment expliquer ce bond en avant vers la civilisation urbaine ? L'explication serait purement écologique et climatique. Au départ, les populations vivaient de manière assez dispersée dans les marais. Mais au cours du 4e millénaire, des changements climatiques importants ont provoqué un assèchement naturel et progressif des bras fluviaux. Pour bien visualiser la chose, on peut se représenter une vaste oasis verdoyante qui commence doucement à s'assécher, perdant de son étendue année après année. Face à la sécheresse qui avance, les populations dispersées n'ont pas eu d'autre choix que de converger vers les derniers grands points d'eau disponibles. Les habitants se sont donc concentrés, regroupés dans ce qui allait devenir d'immenses centres urbains, tout simplement pour partager les ressources restantes et pour construire et entretenir des systèmes d'irrigation devenus gigantesques et vitaux. C'est donc cette densité démographique forcée par le climat et non une quelconque invasion extérieure qui aurait été le véritable moteur donnant naissance à la civilisation urbaine sumérienne. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 5, l'hypothèse créole. Attention, c'est un rebondissement linguistique majeur dans notre enquête. Alors, si l'évolution s'est faite sur place, comment diable peut-on expliquer ce mystère persistant de la langue sumérienne ? Une langue si unique, si isolée, et qui pourtant regorge de mots de vocabulaire qui proviennent visiblement d'autres langues. C'est un vrai casse-tête. Pour résoudre ce paradoxe, le chercheur Jens Søyrup a proposé une idée brillante, l'hypothèse créole. Selon cette théorie, le sumérien n'est absolument pas la langue pure, originelle et figée d'un peuple homogène venu d'une contrée lointaine. Au contraire, c'est une langue dynamique qui s'est littéralement forgée localement, dans la chaleur et le tumulte du grand creuset de la Mésopotamie du Sud. Mais qu'est-ce qu'un créole exactement ? En linguistique, un créole prend naissance lorsque plusieurs communautés différentes, parlant des langues totalement distinctes, se retrouvent forcées de cohabiter et de communiquer au quotidien, que ce soit pour le commerce à grande échelle ou pour gérer une administration complexe. Il faut donc s'enlever de l'esprit l'image d'une tribu isolée. Il faut se représenter le sumérien en train de naître dans les ruelles boueuses, les marchés bruyants et les bureaux administratifs d'une ville antique grouillante de vie. Cette nouvelle langue naissante aurait fusionné la structure grammaticale d'une langue locale dominante avec le vocabulaire, les sons et les mots techniques d'une multitude de groupes différents. Cette hypothèse est fantastique car elle explique parfaitement pourquoi de nombreux termes spécifiques, comme ceux liés aux outils spécialisés, aux professions agricoles ou aux noms des anciennes villes, ne sont pas sumériens. Ils proviennent des différents peuples qui se sont mélangés là, tout en préservant ce noyau grammatical unique, inédit, qui est le propre de toute créolisation. Et s'il y a bien un lieu de naissance parfait pour ce créole, c'est la cité mythique d'Uruk. L'urbanisation massive dont on parlait tout à l'heure, causée par l'assèchement du climat, a littéralement transformé Uruk en une métropole gigantesque pour l'époque. C'était un véritable aimant qui attirait des populations de tous les horizons géographiques et professionnels. On y croisait des éleveurs de moutons venus des steppes, des pêcheurs habitués aux grands marais du sud, des agriculteurs des plaines et même des tribus nomades de passage. Si l'on regarde l'impressionnante reconstruction du temple blanc d'Uruk ou encore l'étendue incroyablement complexe de ce qu'on appelle le quartier de l'Erana, on prend la pleine mesure du phénomène. Cette architecture monumentale, avec ses colonnes décorées et ses esplanades, ne se construisait pas toute seule. Elle exigeait de mobiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs. Cela impliquait une logistique colossale pour nourrir tout ce monde, distribuer des rations, organiser les matériaux, et surtout, cela nécessitait un système administratif centralisé et unifié. Uruk, c'était vraiment l'équivalent antique d'une de nos mégalopoles modernes hyper connectées comme New York ou Londres, avec tous les défis que cela implique. Dans ce bouillonnement et ce brassage culturel sans aucun précédent dans l'histoire, le besoin d'une langue commune, d'une langue franche, était une question de survie et d'efficacité.
Le sumérien aurait donc été le produit très concret, direct et inévitable de ce creuset urbain. Une langue nouvelle, à la fois administrative pour les scribes et vernaculaire pour les gens de la rue, créée sur mesure par et pour cette nouvelle société incroyablement complexe qui était en train de voir le jour. Abordons maintenant la toute dernière étape de notre enquête, la section 6, preuves génétiques et physiques. Comment retracer l'ADN ancien dans les populations modernes? Face aux limites de l'archéologie traditionnelle et de la linguistique pure, la science moderne est venue apporter de nouveaux outils extraordinaires pour traquer la véritable identité des anciens habitants de la Mésopotamie. Et l'approche est fascinante, en analysant la génétique des populations qui vivent encore aujourd'hui dans cette même région, tout particulièrement dans les zones reculées des marais du sud de l'Irak. Les scientifiques tentent de lire le passé lointain à l'intérieur même de l'ADN contemporain. C'est comme fouiller des archives biologiques. Une étude génétique tout à fait majeure, menée par l'équipe du chercheur Al-Zairi, s'est concentrée spécifiquement sur le chromosome Y. Le chromosome Y, c'est ce qui se transmet exclusivement de père en fils, ce qui permet de retracer des lignées paternelles ininterrompues sur des milliers d'années. Les résultats de ces analyses sanguines et génétiques montrent une stratification vraiment remarquable dans la population locale. D'un côté, on a identifié un marqueur génétique appelé le lignage J1 Page 08. Ce lignage est aujourd'hui prédominant dans les populations des marais irakiens. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en calculant la vitesse de mutation de ce gène, les généticiens ont découvert qu'il a subi une véritable explosion démographique, une expansion locale foudroyante dont la date correspond presque au millénaire près avec l'émergence de la période des grandes cités-États sumériennes. D'un autre côté, ils ont isolé un autre lignage, le J1 M267. Celui-ci raconte une histoire différente, montrant un héritage beaucoup plus ancien, partagé avec les populations de la Mésopotamie du Nord, et qui remonterait possiblement aux tout premiers fermiers de la période du Néolithique. Ces données sont d'une précision incroyable. Ces données génétiques sont venues balayer d'un revers de main un bon nombre de vieilles théories anthropologiques très en vogue au début du siècle dernier. À l'époque, on mesurait la forme des crânes retrouvés dans les tombes sumériennes. On essayait de classer les gens selon qu'ils avaient le crâne allongé, ce qu'on appelle la dolichocéphalie, ou le crâne plus arrondi, la brachycéphalie, pour tenter de prouver qu'ils appartenaient à telle ou telle race migratrice lointaine. Mais ces méthodes sont aujourd'hui considérées comme obsolètes et peu fiables. Par ailleurs, une théorie récurrente suggérait que les Sumériens auraient pu venir du sous-continent indien, peut-être en lien avec la grande civilisation de la vallée de l'Indus, avec laquelle ils commerçaient d'ailleurs beaucoup. Or, les empreintes génétiques modernes sont catégoriques, l'influence génétique indienne ou sud-asiatique est extrêmement marginale, quasi inexistante dans les populations de la Mésopotamie du Sud. La très vaste majorité de l'ascendance de ces populations est profondément, intimement ancrée au Moyen-Orient. La conclusion scientifique finale de toutes ces études croisées est très lourde de sens pour notre enquête. Si les Arabes des marais d'aujourd'hui, qui vivent toujours dans le sud de l'Irak, sont effectivement les descendants génétiques directs ou partiels de ces anciens peuples, cela signifie clairement que les Sumériens eux-mêmes étaient autochtones. C'étaient des indigènes. Ils n'étaient en aucun cas des conquérants étrangers débarqués d'ailleurs. Ils étaient littéralement les enfants de cette même terre d'argile et de roseaux. Ils ont patiemment adapté, construit et complexifié leur culture sur place, génération après génération. Pour conclure, on peut affirmer que l'énigme des Sumériens ne se résume pas à dessiner une simple ligne de migration sur une carte géographique. C'est une histoire infiniment plus riche. C'est l'histoire d'un écosystème marécageux à la fois généreux et extrêmement impitoyable. C'est l'histoire de l'ingéniosité patiente des agriculteurs et des bâtisseurs de la culture d'Obéide. C'est l'histoire d'une pression climatique implacable qui a forcé les populations dispersées à une urbanisation drastique et rapide pour survivre. Et c'est l'histoire du formidable brassage de multiples dialectes et groupes sociaux pour forger, presque par nécessité, une langue entièrement nouvelle et révolutionnaire, le sumérien. La naissance de la toute première civilisation urbaine du monde n'a pas été importée de l'extérieur dans les bagages d'une armée ou de colons lointains. Au contraire, elle a émergé lentement des boues du Tigre et de l'Euphrate, puis elle a explosé de manière fulgurante grâce au processus incroyablement complexe d'interaction humaine, d'adaptation écologique et de créativité intellectuelle et administrative. Cette passionnante enquête antique nous montre au fond à quel point l'évolution de nos sociétés est organique. Elle est profondément ancrée dans la capacité de populations très diverses à s'unir, à innover et à collaborer pour relever les immenses défis posés par leur environnement. Merci infiniment d'avoir suivi cette présentation de bout en bout. C'est toujours un véritable privilège de pouvoir décortiquer des sujets aussi denses et fondateurs avec une telle profondeur. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses sur mes grands mystères fascinants de notre passé. À très bientôt pour une nouvelle exploration.